Dans le deuxième volet de cette étude sur les halogénoalcanes, les réactions d'élimination dites bimoléculaires et même bêta-élimination, pour rappeler qu'elles vont impliquer nécessairement un hydrogène qui est porté sur le carbone en bêta de la fonction halogène, c'est-à-dire un carbone lié au carbone fonctionnel. Vous devez bien entendu vous rappeler que cette élimination nécessite l'utilisation d'une base, de préférence une base forte pour que la réaction puisse être de bon rendement, et que cette réaction est favorisée à haute température, comme toutes les éliminations, ce qui sous-entend qu'elles se réalisent dans le cadre d'un contrôle thermodynamique. Qu'est-ce que ça amène de savoir qu'elle est sous contrôle thermodynamique? Eh bien que, par définition, cela sous-entend que le produit majoritairement obtenu doit être nécessairement le produit le plus stable, c'est-à-dire ici l'alcène le plus stable, et on doit savoir qu'un alcène est d'autant plus stable qu'il est conjugué ou substitué. Donc, on peut prévoir quel va être le composé majoritairement obtenu. C'est un problème de régiosélectivité et donc même de stéréosélectivité. Si je me base sur l'exemple ci-dessous, l'élimination de HCl sur l'halogénoalcane de départ pourrait potentiellement amener à la formation de 3 alcènes différents. Le plus important de tous sera le plus substitué et qui présente le moins de répulsion entre les chaînes de substituants, c'est-à-dire celui qui aura une conformation de type E, devant celui qui aura une configuration de type Z, avant de prendre en compte un alcène moins ramifié qui lui sera ultra minoritaire. Donc 2 points qu'il faut bien avoir en tête: le contrôle thermodynamique favorisé à haute température qui induit une sélectivité dans les produits formés. Pour ce qui concerne le mécanisme de cette E2 bimoléculaire, encore une fois, dans l'étape cinétiquement déterminante, les deux réactifs interviennent simultanément, ce qui fait de ce mécanisme un mécanisme concerté qui se réalise en une seule étape. Il manque les flèches, vous vous rappelez les particularités stéréochimiques incontournables, il faut une position antipériplanaire de la base et du H et de l'halogène qui vont être éliminés simultanément du squelette. Je vous rappelle l'absolue nécessité de placer dans le plan de la feuille les 2 carbones, l'halogène et l'hydrogène acide qui va être attaqué. Je dis bien dans le plan de la feuille de manière à ce que je puisse observer ce qui est de part et d'autre de l'axe central carbone-carbone. La base vient attaquer en anti, elle aussi dans le prolongement de cette chaîne qui va apparaître. L'élimination du H induit la formation de la double liaison carbone-carbone et simultanément, le nucléofuge qui est lion halogénure va être éliminé. Ça, c'est le mécanisme de type E2. On obtient un alcène dont la forme géométrique peut être déterminée dans la mesure où on connaît les propriétés stéréochimiques du composé de départ. Nous sommes bien dans le cadre d'une réaction qui sera stéréosélective et stéréospécifique. Les propriétés viennent de l'attaque en anti de la base par rapport à la liaison CX, donc on remet cet adjectif après le mot de stéréospécifique. La loi de vitesse résulte de l'attaque bimoléculaire, V égale KRX B-, excusez-moi pour un copier-coller malheureux, c'est une réaction d'ordre 2 usuel. Je n'ai pas représenté l'état de transition de ce mécanisme, vous savez que vous auriez pu le représenter en rappelant tout simplement que le squelette carboné n'est pas touché par cette attaque, mais que lors de l'attaque, la base est en train de se lier à H, qui est en train de s'en aller, laissant une double liaison en formation
pendant que l'halogène est en train de partir. Tout ça donne un état de transition avec une charge qui est répartie sur l'ensemble des éléments en train de se former. Dernier point et non des moindres, discuter d'une compétition possible entre un mécanisme de type SN et une élimination E2 selon le substrat, c'est-à-dire selon la nature du Rx qui va être utilisé, en particulier selon la classe du carbone fonctionnel, la ramification du carbone fonctionnel, et selon l'espèce nucléophile qui va être utilisée, en prenant en compte qu'un nucléophile peut aussi avoir des propriétés basiques simultanément, ce qui induit cette compétition. Nous allons distinguer des catégories assez évidentes. Tout d'abord, le cas des nucléophiles très faiblement actifs. Ce sera le cas d'une molécule nécessairement neutre dans laquelle l'oxygène servira d'atome nucléophile. Pourquoi je dis que c'est un nucléophile assez faible? Parce que l'atome n'est pas très polarisable, l'oxygène n'est pas très gros. Dans le cas de ces composés tels que H2O ou le méthanol, qui d'ailleurs sont très souvent des solvants utilisés, il est évident qu'un nucléophile faible ne pourra pas être impliqué dans une réaction de type SN2 facilement, puisque la force du nucléophile est un atout pour la SN2. Si le substrat ne permet pas aisément de mettre en œuvre des SN1 pour lesquels le caractère nucléophile n'est absolument pas un problème, eh bien vous vous rendez bien compte qu'il ne se passera pas grand-chose. Si vous partez du cas d'une molécule dérivée du méthane, il n'y aura pratiquement pas de SN observé si nous utilisons un nucléophile faible en face. Dans le cas d'un carbone primaire, c'est pareil, pas assez de nucléophilie pour que la réaction puisse être envisagée. Par contre, dès que la chaîne se ramifie suffisamment ou que vous induisez des effets mésomères grâce à de la conjugaison, eh bien on pourra observer peut-être une ESN1 qui ne demande pas l'emploi d'un nucléophile fort. Posons-nous ensuite la question de ce qu'il se passera si nous disposons d'un bon nucléophile. À quelles conditions a-t-on un bon nucléophile? Deux possibilités. Soit vous avez mis en œuvre un atome électronégatif et de fort rayon, donc très polarisable, et vous aurez la chance d'avoir un bon nucléophile, mais qui dans le même temps ne vous embêtera pas trop parce qu'il ne possédera pas de propriétés basiques. C'est exactement le cas des ions halogénures, c'est aussi le cas des ions utilisant un atome de soufre, c'est moins fréquent dans le programme. Un bon nucléophile peu basique va permettre de favoriser le mécanisme SN au détriment du mécanisme d'élimination. Le choix de la SN1 et de la SN2 tient une fois de plus aux caractéristiques du substrat utilisé. On retrouve le fait qu'un carbone très peu ramifié, nullaire ou primaire, induira très majoritairement une SN2, mais que plus la ramification augmente, plus on aura de chances de voir le mécanisme SN1 entrer en ligne de compte. Dans le cas d'un carbone tertiaire, ce sera majoritairement de la SN1. Dans le cas d'un carbone secondaire, eh bien, il faudra peut-être aller chercher du côté de l'influence du nucléophile, voire de l'influence du solvant pour répondre à la question. Là où ça se corse, c'est si vous employez une espèce chargée, donc bon nucléophile, mais qui va avoir ce coup-ci des propriétés basiques non négligeables. C'est le cas typique de l'emploi des ions hydroxydes ou des ions qui sont des alcoolates, surtout des alcoolates de petite chaîne montrant un faible encombrement stérique. Ces espèces fortement nucléophiles, mais en même temps basiques, pourront induire soit de l'ASN, soit de l'AE2. Le premier critère à prendre en compte pour favoriser l'un de ces mécanismes par rapport à l'autre, c'est la température. Plus vous chaufferez, plus vous aurez des chances de favoriser l'apparition d'un mécanisme d'élimination. Inversement, si la température est basse, le mécanisme SN2 sera favorable. Le choix entre la SN2 et la SN1 n'est visiblement plus un problème puisque vous utilisez un nucléophile fort et peu encombré. Donc le mécanisme SN2 va devenir une priorité, en particulier lorsque les deux substrats sont très peu ramifiés. Mais par contre, si vous augmentez la ramification sur la chaîne, vous allez défavoriser le passage en mécanisme de SN. La SN1 n'est pas favorable puisque vous avez un nucléophile fort, mais basique,
et c'est la E2 qui prendra le dessus. Pourquoi est-ce que la E2 prend le dessus sur un carbone ramifié? Parce que cela sous-entend qu'il va y avoir formation d'un alcène qui sera ramifié, et on a bien insisté sur le fait qu'un alcène ramifié c'était stable, donc favorable sous contrôle thermodynamique. Donc vous voyez que si vous utilisez une base forte peu encombrée, le choix se limite à la SN2 et la E2 en compétition. Plus c'est ramifié, plus on favorise la E2. Dernière catégorie, celle des bases très fortes, mais qui vont avoir un squelette extrêmement encombré. C'est le cas des tertiobutylates ou de la LDA. La LDA, c'est le diisopropylamidure, avec cet ion diisopropylamidure stabilisé par un ion lithium. C'est l'azote qui sert de pôle basique, mais vous voyez bien que les deux groupements isopropyles induisent un très fort comportement de gène stérique. Puisque c'est encombré, on va avoir très majoritairement accès à des mécanismes d'élimination. D'autant plus, je le répète, que ce sont des bases extrêmement fortes. Seul le cas des composés ne permettant pas de fabriquer un alcène, tout simplement parce qu'il y a un seul carbone dans la chaîne, permettra péniblement de mettre en œuvre une SN2, et j'insiste sur le péniblement, ça marchera très 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 mal. Toutes les autres catégories induiront obligatoirement de la E2 avec la formation d'un alcène stable. Voilà, et si je dois revenir sur l'emploi uniquement de solutions de soude, retenez que à froid et dilué, c'est la SN qui sera majoritaire, alors que plus on va concentrer et plus on va chauffer, plus le caractère basique sera exprimé, et c'est la E2 qui deviendra le mécanisme majoritaire.